Manque et désir, présentation d'un cas clinique. L'analyse que nous abordons se concentre sur le cas de Jub Hill. Il s'agit d'observer de façon détaillée le passage du manque au désir véritable en examinant la mécanique psychologique d'un effondrement et la méthode thérapeutique employée pour reconfigurer l'identité de ce patient. L'étude suit une chronologie clinique stricte, articulée en 6 temps. La voie de la souffrance, la topographie du manque, la révélation paradoxale, le test écologique, la descente dans le besoin et enfin le recadrage identitaire. Première partie, la voie de la souffrance. La prémisse philosophique qui oriente cette interprétation clinique s'inspire d'une pensée attribuée à Rilke, selon laquelle la tristesse vient rappeler un besoin. Le postulat clinique pose donc que la souffrance n'est pas une anomalie à éradiquer. Contrairement aux approches qui cherchent à anesthésier la douleur, la souffrance est ici perçue comme une boussole diagnostique. C'est une messagère qui indique un besoin fondamental non satisfait et qui pointe vers l'origine structurelle du déséquilibre. Le patient étudié, un ancien directeur commercial de 42 ans, présente un effondrement post-traumatique sévère. Lors de la première consultation, le tableau clinique révèle une angoisse massive, des ruminations constantes et un épuisement physique extrême accompagné d'une perte de poids. Cet épuisement paralyse son mode d'existence. L'homme, autrefois hautement fonctionnel, devient incapable de maintenir ses mécanismes d'adaptation. Sa stratégie de survie par l'hyperactivité est totalement inopérante, ce qui le confronte directement au vide. Deuxième partie, la topographie du manque. L'analyse des fondations traumatiques met en évidence 4 événements majeurs ayant structuré les défenses du patient. La première empreinte vient d'une enfance avec un père alcoolique, forgeant la croyance qu'il faut être parfait pour éviter le chaos. Ensuite, un grave accident crânien suivi d'une infection nosocomiale impose une confrontation avec la mort, ancrant dans le système nerveux l'idée qu'il faut lutter sans cesse pour vivre. Plus tard, une trahison professionnelle provoque l'effondrement de son moi idéal, qui reposait sur la performance et la loyauté. L'emboîtement de ces traumatismes a généré un système de croyances tyranniques où la sécurité dépend d'un contrôle absolu. En psychopathologie, ce mécanisme de défense correspond à la métonymie du désir. Pour combler un manque originel, le désir glisse continuellement d'un objet à l'autre. Le sujet, structurellement manquant, utilise des accomplissements horizontaux, comme la carrière ou le statut, pour différer la confrontation avec le vide vertical de son besoin. Cette stratégie de performance ininterrompue masquait un besoin profond de stabilité ontologique, repoussant l'expérience de la véritable satiété psychique. L'effondrement de cette stratégie entraîne cliniquement une double paralysie polyvagale. Le système nerveux oscille entre 2 états extrêmes. D'une part, le système sympathique s'active sous forme de lutte ou de fuite, avec hypervigilance, rumination et insomnie. D'autre part, le système bascule en état dorsovagal, marqué par l'effondrement, la dissociation et une fatigue extrême. Cette incapacité biologique à trouver le repos bloque l'accès à un désir vivant, car aucun des 2 extrêmes ne permet la régulation nécessaire à la pulsion de vie. Troisième partie, la révélation paradoxale. Le travail clinique amène à un point de bascule en installant d'abord une sensation interne désirée. Ce n'est pas une construction mentale, mais une véritable mémoire physiologique caractérisée par l'ancrage, le calme viscéral, le centrage et la légèreté. Le corps conserve l'accès à cet état par des ressources tangibles qui, pour ce patient, se trouvent dans les mémoires sensorielles de plongée sous-marine ou de présence avec ses enfants. Le système nerveux est ainsi rééduqué pour habiter à nouveau cet état de sécurité. Une réalisation décisive émerge durant le processus. Le patient constate que s'il ne cherche plus à accomplir 10 000 tâches, il devient calme. Et c'est ce calme qui lui redonne l'énergie potentielle d'agir. L'accomplissement frénétique était un mécanisme de défense contre le vide. Cesser ces tâches génère d'abord de la terreur, mais paradoxalement, l'arrêt de cette agitation produit l'énergie authentique qu'il cherchait à obtenir par l'épuisement. La défense elle-même drainait ses ressources. Quatrième partie, le test écologique. Un événement extérieur vient ensuite déstabiliser l'environnement du patient. Le 4 mai 2026, l'annonce du rachat de son entreprise déclenche une réactivation immédiate de la paralysie dorsovagale. L'impact physiologique est massif, avec une tension corporelle extrême, un vide thoracique et une anxiété profonde. Le patient est alors confronté à la terreur d'avoir perdu les bénéfices du travail thérapeutique. La lecture clinique de cet épisode aigu est contre-intuitive. Le retour du symptôme n'indique pas une rechute, mais constitue la reconfirmation diagnostique du besoin fondamental. L'environnement devenu instable réactive mathématiquement le manque originel. Cette mise en miroir entre l'instabilité externe et le vide interne valide que le besoin de stabilité est bien le diagnostic exact de sa structure. La réaction physiologique confirme la justesse de l'axe thérapeutique. Pour accompagner cette phase, des prescriptions thérapeutiques paradoxales sont déployées. Le thérapeute prescrit d'adopter la posture du pauvre petit chat malade, invitant à une autocompassion radicale. Il lui est demandé de se regarder repartir dans des multiples projets sans chercher à modifier son angoisse et de jouer au pire scénario avec humour.
L'objectif de ces injonctions est de créer un court-circuit cognitif pour désamorcer le besoin obsessionnel de contrôle. Une prescription systémique vient également déplacer la responsabilité vers le milieu professionnel, suspendant le programme défensif sans forcer une guérison de surface. 5e partie. La descente dans le besoin. La méthodologie opératoire permet de faire passer le patient du symptôme réactif à sa vérité ultime en 3 paliers. Le premier est la lecture pathologisante, où le patient perçoit un besoin de sécurité qui n'est qu'une défense contre la peur. Le deuxième palier traverse cette défense pour nommer le besoin réel, le besoin de stabilité, qui représente la fondation de l'être. Le troisième palier attend le bien véritable, menant à la réalisation que le soutien inconditionnel de ses proches est la ressource indispensable à son ancrage dans le monde. 6e partie, le recadrage identitaire. L'évaluation clinique se conclut par la transformation psychologique du patient. Son identité se reconfigure en abandonnant le moi idéal défensif, construit sur la surperformance pour éviter les traumatismes. Il accède à un moi idéal aspirationnel, centré sur l'incarnation de la stabilité. Cette guérison existentielle aligne sa réalité quotidienne avec la satisfaction de son véritable bien fondamental. Une observation clinique cruciale doit être notée concernant ce processus. L'instabilité psychosomatique durant la transition est nécessaire à l'élaboration du besoin réel. Toute tentative de stabiliser le patient prématurément par des techniques de relaxation risquerait d'annuler le recadrage identitaire en cours. L'oscillation fait partie intégrante de la traversée et ne doit pas être interrompue. Ce contenu vous est proposé par Dr Sandrine de Montsabert dans la formation à la méthode Integria Parle pour être.